Eh bien, nous allons commencer. Bienvenue à toutes et à tous pour cette journée 4 du Cormier, co-organisée avec le Parc du Perche et l'association Cormier Sorbus Domestica. Cette année, notre journée du Cormier est un petit peu différente de ce que nous avions fait jusqu'à présent, puisque nous accueillons David Page, qui est chercheur à l'INRAE Avignon. Et je laisserai David peut-être expliquer le pourquoi de sa présence, si tu veux bien. Je veux bien. Voilà, merci. Donc, en guise d'introduction à la causerie conférence goûter de David, je vous propose juste un tout petit survol très rapide des usages de la corme. Effectivement, nous avons fait tout à l'heure des ateliers de cuisine pour la corme. C'est quelque chose que nous faisons depuis très longtemps au sein de l'association. Nous sommes persuadés qu'en valorisant le fruit du cormier, nous valorisons le cormier, et donc ça donne envie de le planter, etc. Pas uniquement pour son bois, mais aussi pour ses fruits. Voilà, donc nous avons fait des ateliers cuisine, et nous concluons avec cette causerie conférence. La corme intrigue la science, comprendre les mystères du goût et de la réactivité de la corme. Ça, ce sera le programme de David. Suivante, s'il te plaît. Merci. Depuis quand parle-t-on de la corme ? En fait, nous en parlons, les premières mentions littéraires que nous ayons de la corme, c'est le IVe siècle avant Jésus-Christ, avec Théophraste, à gauche, qui était un élève d'Aristote. Alors Théophraste, c'était un grec avec une pensée extraordinaire, scientifique avant l'heure, et lui, il avait abordé le monde des plantes de façon très rigoureuse, scientifique, comme nous le faisons maintenant. Et il parlait des cormiers, et il parlait des cormes. Quand il parlait des cormiers, alors il disait quelque chose qui maintenant nous surprend, qui n'est plus adapté à notre savoir botanique, mais il parlait de cormiers mâles et de cormiers femelles. Cormiers mâles, ce sont les cormiers qui ne produisent pas beaucoup de fruits. Cormiers femelles, ce sont des cormiers qui sont particulièrement productifs. Nous savons maintenant que le cormier, les fleurs de cormier, sont à la fois mâles et femelles, et que donc d'un point de vue botanique, cette catégorisation n'est plus valide. Mais je vous raconte ça parce que vous allez voir que 25 siècles plus tard, cette catégorie cormier femelle, cormier mâle est toujours en action. Comme quoi il y a des persistances dans notre mentalité. Donc Théophraste parle très bien du cormier, des cormes. L'usage des cormes, on les utilise pour se soigner. C'est un fruit, quand il n'est pas mûr, qui est extrêmement astringent. Et à une époque où on avait besoin de soigner tous les problèmes digestifs, ça soignait ce qu'on appelait les flux de ventre. Voilà, donc intérêt pour le bois, intérêt pour le fruit, intérêt médicinal. Quelques siècles plus tard, nous retrouvons Dioscoride, 1er siècle après Jésus-Christ, qui était encore un grec, un médecin grec, mais pour les Romains, parce que les Romains n'aimaient pas la médecine. Et lui, Dioscoride, il a fait ce qu'on appelle de la matière médicale. Il s'est amusé à compiler tout ce qu'on utilisait pour se soigner. C'était les plantes, mais c'était aussi les animaux, c'était les minéraux, etc. Et il parle de la corme. Il dit un petit peu la même chose que Théophraste, mais là aussi je mentionne Dioscoride parce qu'on va voir comment il a drainé toute la pensée après la chute de l'Empire romain jusqu'à la Renaissance. Pendant de nombreux siècles, il n'y avait pas de pensée originale, on relisait les anciens, on relisait les auteurs grecs, et on ne cherchait pas forcément à être critique sur ce qu'ils avaient pu dire, et donc on répète toujours cormier mâle, cormier femelle. Suivante. Nous trouvons une mention de la corme avec Varron, qui est un agronome latin. Quant aux cormes, on les coupe ordinairement par morceaux que l'on fait dessécher au soleil. Donc vous voyez, on est déjà en train de les transformer pour les conserver. On pourra même conserver les cormes sans les couper pourvu qu'on les place dans quelques lieux secs et frais. Et ceci
je vous le donne en 1000, c'est une fresque de Pompéi. Mais les historiens de l'art ne connaissent pas la corme. C'est bien dommage, parce qu'ils auraient identifié, ce que nous identifions comme étant des cormes dans un joli pot de verre. On retrouve la forme ronde et surtout l'ombilic qui est assez caractéristique. Ce n'est pas une grenade, ce n'est pas une figue, ce n'est pas du raisin, c'est de la corme. Suivante, s'il te plaît. Merci. Les siècles se défilent. Nous arrivons tranquillement à la Renaissance et nous trouvons ici cette image que je trouve très, très émouvante. C'est une image du XVe siècle qui a été montrée dans le premier livre que nous connaissons sur le cormier, qui est le livre d'un Allemand, Der Speierling. Et cette image montre une vente de cornes à Vérone ou à Venise, on ne sait pas trop, pour leur usage médicinal. Voilà. Première image de la corne connue dans notre monde actuel. Les siècles ne continuent pas de passer. Le siècle suivant, Matthioli, un médecin botaniste italien. Quand on était médecin, on était forcément botaniste, et quand on était botaniste, on était forcément médecin à la Renaissance. Matthioli, il reprend ce que Dioscoride, vous vous souvenez de Dioscoride, dont on a parlé au début, et il essaye d'être un petit peu plus critique. Il essaye de voir si ça marche, si ça ne marche pas, si on ne peut pas trouver de nouvelles attributions, nouveaux usages. Et surtout, Matthioli, lui, il fait représenter les plantes dont il parle, mais cette fois-ci d'une façon véridique. Jusqu'à présent, on se contentait de recopier et on ne cherchait pas forcément la véracité de l'image. Avec la Renaissance, on cherche la véracité de l'image. Et vous avez peut-être fait attention, nous avons le folio original de cette page du XVIe siècle qui est là-bas. Voilà. Donc Matthioli parle des cornes, de leur usage des cornes, comment les utiliser, les conserver. Il parle de la griotte de cornes, mais en fait la griotte de cornes, c'est comment on grillait les cornes pour faire une espèce de farine. Ça nous a beaucoup intrigués. Et il parle encore de cormier mâle et cormier femelle. Voilà. Sinon. Une autre très très belle image que nous ayons de la corne pour notre culture française, c'est Anne de Bretagne à qui nous le devons. Elle a fait faire un livre d'heures aux ateliers de Jean Bourdichon, un peintre de Touraine, toujours dans le XVIe siècle. Et ce livre d'heures sur parchemin est orné de bandes de plantes dans un style véridique, une fois de plus, et il y a du cormier. Donc inutile de vous dire qu'on était ravis parce que c'est magnifique. Et ça montre bien aussi que le cormier était dans la vie courante des gens, enfin ça faisait partie de leur environnement. Là encore, j'espère qu'il n'y a personne d'historien de l'art ici, parce que donc les historiens de l'art ne connaissent pas la corne, et sinon ils auraient vu que ce tableau célébrissime du Caravage présentait des cornes avec une feuille. Voilà. Donc Italie, le Caravage 16e, 17e, je ne sais plus. Voilà, on représente des cornes. Là encore. Voilà. Donc, suivante s'il te plaît. Dans la littérature, sinon, nous trouvons à partir du XIIIe siècle, dans le roman de la Rose, une mention de la corne. On cite un verger avec tout ce qu'on trouve dans le verger et on parle de la corne dans ce verger. Rabelais, dans ses œuvres, cite le cormier à plusieurs reprises. Je vous ai mis la citation politiquement correcte. Parce que Rabelais, c'est son style. Et donc, voilà, c'est, dans la langue de Cormier, des fois, c'est très, très fleuri. À boire, belle piscantine et beau cormier. Voilà ce que je souhaitais dire avant de passer la parole à David. C'est dire que l'intérêt pour la corne est très ancien, 25 siècles minimum quand même, voilà, et qu'on s'installe, voilà, qu'on perdure une tradition. Nous, notre association créée en 2017,
avait envie d'en savoir plus sur le cormier. Ça fait déjà très longtemps qu'on s'en occupe, mais on a fait une association que pour le cormier, que pour la corme. Et dans le cadre de nos activités, nous participons à un projet national qui s'appelle C3R, on va en parler, et c'est ainsi que David a raccroché le wagon des cormiers. Voilà, merci. Voilà. Ah ben c'était ça. C'est pas grave. C'était sur le projet. C'était sur le projet, mais c'est pas grave. Alors, tu as parlé d'Aristote au début, et ça tombe bien parce qu'on va faire une petite transition là-dessus, comme je sais que je suis entre gens savants, hein, on va se permettre de philosopher un petit peu, si vous le permettez. Aristote, il a posé les bases de ce qu'on appelle la qualité. Oh, si je vous dis qualité, vous savez tous une petite idée de ce que c'est la qualité, mais si on va aller chercher un petit peu dans les définitions, en fait, Aristote, il a dit la qualité d'un produit, c'est la rencontre entre une matière et un objet. Bon, vous allez dire, où est-ce qu'on est parti? Bon, c'est très simple, hein. La matière, vous la connaissez, vous l'avez tous goûté, vous avez vu des cormes dans les champs, vous n'avez pas trop envie de la ramasser ni d'y mettre les dents dedans, hein. Et donc, il a fallu avoir toute l'ingéniosité et le savoir-faire ancestral des gens pour se dire, ben, tiens, de ce fruit, on en fait quelque chose. D'accord ? C'est quelque chose qui va traverser les âges et qui va s'accumuler dans notre savoir-faire et dans notre imaginaire collectif, et puis qui va petit à petit disparaître au moment où on va se mettre à faire des produits avec des fruits traditionnels que l'on connaît aujourd'hui, la pomme, la poire, un peu moderne, qui sont des fruits qui sont beaucoup plus simples à travailler, parce qu'on va faire un petit tour sur ce qu'on peut faire avec la corme. Vous allez voir que la corme, c'est un produit qui est particulièrement compliqué à travailler. Voilà. Alors, je vous ai dit, un objet, une matière, un objet. Un objet, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va en faire un aliment. Alors, vous avez vu tout à l'heure, dans les ateliers, on peut faire plein de choses avec la corme. On peut faire des gâteaux, on peut faire de la confiture, on peut faire des jus, on peut faire du cormet ou du cidre, du jus, hein, tout bêtement, voilà, comme de la pomme, hein, voilà, on presse. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on fait traditionnellement. Alors, pourquoi nous, en tant que scientifiques, on s'intéresse à ces produits-là? Vous allez dire, mais pourquoi aller sur ce fruit? Puisqu'on a maintenant des fruits plus simples, pourquoi revenir sur ces fruits-là? Ben parce que vous avez, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il paraît que le climat se réchauffe, il paraît que la biodiversité s'écroule, et donc il est grand temps qu'on fasse un petit peu plus attention sur de ce qu'on fait de nos manières de fabriquer les produits. Et il y a une chose, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'acheter des compotes ou des desserts de fruits ou des choses comme ça, si vous prenez le temps de regarder dans la liste des ingrédients, à la fin de la liste des ingrédients, il y a toujours des choses qui s'appellent texturants, arômes. Voilà. Bah, quand vous quelque chose. Voilà. C'est toujours des. Alors, voilà, en général, les quelque chose, c'est des acidifiants, des texturants, etc. Des conservateurs. Voilà. Voilà. Donc ça, les gens ne sont pas trop d'accord pour continuer à faire ça, parce que pour la bonne et simple raison que si vous faites de la cuisine chez vous, vous ne mettez pas des quelque chose quand vous faites une compote de pommes. Donc pourquoi on en est venu à arriver à ça? Parce qu'on a voulu maîtriser un peu la composition des produits, faire des produits plus standards, etc. Il y a de plus en plus de ces produits qui on demande à les enlever de la liste des ingrédients, on voulait retourner sur des produits naturels. Et il y a quelque chose qui est extrêmement difficile à enlever, c'est la partie arôme. Alors pourquoi c'est difficile? Parce que on a pris l'habitude maintenant, depuis presque une génération entière, c'est que les premiers arômes, ce qu'on appelle les arômes naturels, qui sont des extraits d'arômes qu'on remet dans le produit, on peut dire que ça date des années 70, 80, voilà, 90, ça c'est le boom des arômes artificiels. Ça, c'est que vous avez pris l'habitude d'avoir des produits qui ont un certain goût. Voilà. Alors, typiquement, le truc qu'on connaît pratiquement, si je vous dis la fraise tagada, par exemple, eh ben, la fraise tagada, tout le monde sait à peu près de quoi ça sent. Et c'est tellement rentré dans l'imaginaire des gens que maintenant, on demande à la fraise de sentir la fraise tagada. Mais si vous faites l'analyse
des arômes qui sont présents dans la fraise Tagada, il n'y a pas une seule molécule en commun avec ce qu'il y a dans la fraise. Et donc, du coup, on est en train d'expliquer aux gens que la fraise Tagada, ça c'est un truc que la nature n'a jamais fait de sa vie. D'accord ? Donc, il va falloir réapprendre à travailler avec des produits et à refaire, à recréer un imaginaire autour des produits dans lequel on va pouvoir rentrer des arômes qui vont nous dire voilà, ça c'est bon, ça j'aime bien, c'est plutôt j'ai envie de le manger, etc. Bon, alors je vous raconte une belle histoire, mais je suis parti à 300 km de la Corme et je vais vous y ramener maintenant. Voilà. Donc, vous savez que le cormier, il a 3 grands intérêts. L'intérêt de faire du bois très dur, hein, vous avez vu ça. L'intérêt de faire un feuillage léger. Et dessous, vous pouvez faire pousser des légumes. Voilà. Et le 3e intérêt, donc, c'est un arbre parfait pour faire de l'agroforesterie. Donc, vous pouvez protéger vos cultures maintenant qu'il fait très chaud l'été, notamment dans nos pays chez nous. On a besoin de faire des ombrages sur les cultures. Donc, vous pouvez faire pousser des choses dessous. Et la cerise sur le gâteau, enfin plutôt la corme sur le gâteau, c'est que la corme se mange. D'accord ? Et donc, en retrouvant l'usage de ce fruit-là, on va donner un 3e élan à cet arbre et le faire rentrer dans l'agroforesterie parce qu'on va pouvoir lui trouver un intérêt culinaire. Voilà. Le problème, c'est qu'on a un tout petit peu oublié que c'est des fruits qui sont extrêmement difficiles à travailler. Voilà. C'est des fruits c'est des bombes atomiques de plein de choses. La première des choses, si vous avez eu l'occasion de mettre une dent dans les cormes, c'est extrêmement astringent, quoi. D'accord ? Donc quand vous avez une espèce de sensation de sécheresse en bouche, là, c'est assez désagréable. Ça, c'est une réaction qu'on sait à peu près cerner d'un point de vue chimique, à peu près. Voilà. On sait qu'il y a des composants dans le fruit qu'on appelle des parois végétales. Les parois végétales, c'est ce qui sert à la plante. Vous n'avez jamais trouvé un os quand vous mangez vous savez comment une plante, elle tient debout. Vous vous êtes jamais posé la question, il n'y a pas d'os dans la plante. Hein. Ah, ça c'est une colle que je vous pose là. Hein. Comment vous faites si je vous enlève vos os, vous traînez par terre. Les plantes, elles n'ont pas d'os. Hein. Alors, c'est ce qu'on appelle les fibres, exactement. C'est-à-dire que chaque cellule de la plante est entourée d'une paroi solide. Et c'est comme si vous avez mis l'un sur l'autre des petits Legos et elle se tient comme ça, la plante. D'accord ? Ben, cette paroi, c'est effectivement ce qu'on appelle des fibres. C'est des espèces de polymères de sucre. Alors là, je commence à mes mots savants. Hein. Un polymère, ça veut dire juste une molécule qui est très grande et très solide. Et ces polymères de sucre, ils aident la plante à tenir debout. Elles aident aussi les confituriers à bien travailler. Parce que ce polymère-là de truc sert à faire de l'onctuosité dans votre confiture. C'est on dit, ma confiture, elle a bien pris. D'accord ? Ben, quand elle a mal pris, ben, c'est qu'il n'y a pas assez de pectine, il n'y a pas assez d'acidité. Voilà. Donc les fibres, ils aident à faire un bon produit, etc. Donc on a envie de les conserver le plus possible. Mais cette fichue corme, elle a aussi un autre élément qu'on appelle des tanins. Alors, les tanins, c'est ce qu'on appelle des polyphénols. Vous avez peut-être entendu parler de ces choses-là, qui sont bien connus pour leur qualité antioxydante, par exemple. Voilà. Les polyphénols, on les a vendus à toutes les sauces. Hein. On a même dit que boire du vin, c'était bon à la santé parce qu'il y avait des polyphénols dedans. Boire du vin, c'est quand même... Il y a de l'alcool, hein. Méfiez-vous, il n'y a pas que des polyphénols, donc ça peut être mauvais. Hein. Donc ces polyphénols, ils ont la capacité, quand le fruit mûrit, de venir se coller sur les fameux petits squelettes des cellules. Et quand ils sont collés ensemble, et quand vous les mettez en bouche, ils ne sont plus accessibles à votre langue. Tant que ce n'est pas mûr, ils sont libres. Quand c'est mûr, ils viennent se coller. Et donc, c'est pour ça que dès que la corme est molle, vous pouvez la manger, elle sent bon la corme, elle est plus astringente, parce que les molécules astringentes sont collées sur les parois. D'accord ? Bon, bah super, on a trouvé un moyen naturel de se débarrasser de cette astringence. Le problème, c'est que c'est un tout petit peu fragile, cette association-là. Si vous faites cuire votre pectine ou vos parois, ça va se casser la figure et vous allez libérer l'astringence. Voilà. Alors, je vais essayer de vous en convaincre, puisque c'est bien beau de parler des choses, mais on va quand même les goûter, puisque c'est ça. Alors, quand on veut travailler le fruit, alors la première des choses qu'on a fait ce matin et puis un petit peu cet après-midi, on a dit on va repartir des recettes traditionnelles que les gens de l'association font ici. Ils ont beaucoup travaillé autour de tout ça. Et on va partir de la première recette qui nous est tombée sous la main, c'est on va commencer par faire bouillir les cormes dans de l'eau
pour les assouplir, pour pouvoir extraire la chair. Voilà. Ça, c'est le bon réflexe. Il y a plein de fruits qu'on fait comme ça en confiture. Et donc, on a démarré là-dessus. Donc, je vais vous faire passer des petits produits au fur et à mesure. Et puis, au fur et à mesure que vous les voyez passer, on va vous faire passer aussi des petites touillettes comme ça. Et vous pouvez ouvrir le pot et les goûter. Et au fur et à mesure que vous goûtez, je vais vous en parler. Voilà, tiens, je te laisse mettre en route le... Il y a deux assiettes. On peut peut-être en faire passer une autre de l'autre côté, s'il te plaît. Voilà. Et je vais garder un pot. Voilà. Alors, déjà, quand vous ouvrez la corne, quand vous avez vu, elle était bien jaune, hein, vous voyez. La couleur jaune, elle a disparu. Hein. Bon, ça, vous l'avez rencontré des dizaines et des dizaines de fois, hein, dans la pomme, la banane, des choses comme ça. Ça, c'est une réaction qui fait toujours intervenir nos fameux polyphénols, là, qui nous embêtent depuis le début, et qui fait aussi intervenir une autre chose qu'on appelle des enzymes. Les enzymes, vous avez tous entendu au moins ce nom, on sait vaguement ce que c'est. Voilà. Ben, les enzymes, ça fait partie de notre monde. C'est des molécules qui aident à faire des réactions chimiques. Et la réaction chimique que ça déclenche, c'est la réaction de brunissement. Voilà. On a une enzyme qui s'appelle la polyphénol oxydase. Bon, ça fait toujours savant de donner des noms comme ça, mais sachez que, en général, quand on parle d'une enzyme, la fonction est prévue dans le nom. Polyphénol oxydase. Ça oxyde les polyphénols. Et quand les polyphénols sont oxydés, ils sont marrons, comme ça. Donc, la première chose qu'on va essayer de faire pour éviter d'avoir quelque chose qui devienne noir chocolat, on va essayer de freiner notre polyphénol oxydase. Eh bien, la première chose que vous faites quand vous faites bouillir votre corne, sans le savoir, vous avez d'abord tué la polyphénol oxydase. Alors, il a fallu du temps pour la tuer, elle a eu le temps de réagir, mais on a quand même une couleur qui reste marron, on voit des particules qui restent jaunes dedans, quand vous l'aurez sous les yeux, vous verrez, on a limité un peu les choses. Voilà. Donc ça, c'est le premier intérêt. Tu peux y aller, vas-y, tu peux faire passer, comme ça vous verrez les choses au fur et à mesure. Donc vous verrez que cette purée-là, vous allez goûter des purées. Alors je dis on peut dire des compotes, parce que avec Delphine, qui est là-bas, on s'est appliqué à ce que tous les produits que vous allez avoir vont avoir le même taux de sucre. Le taux de sucre, quand on veut faire une compote, il y a une législation en France qui dit une compote, ça doit comporter au moins 35 grammes de sucre pour 100 grammes. 35% de sucre. C'est la norme. On va dire, la norme, on s'en fiche un peu, mais ça a de l'intérêt quand même. Pourquoi ça a de l'intérêt ? C'est que si vous vendez en dessous de ces 35%, vous vendez de l'eau. Donc c'est un peu de l'escroquerie quand même. Donc, on a mis une norme et on dit, à 35 de Brix, c'est une purée. Donc on vous a fabriqué c'est une compote. On vous a fabriqué des compotes. Toutes ces compotes ont la même quantité de sucre. Le problème, c'est qu'au début, moi, je vous ai dit, on va faire bouillir les cornes dans l'eau. D'accord ? Quand on fait bouillir les cornes dans l'eau, la première des conséquences, on tue l'enzyme, mais l'autre conséquence, c'est que le sucre, vous savez très bien que le sucre, c'est soluble dans l'eau, et donc la moitié du sucre du fruit est partie dans l'eau de trempage. Du coup, c'est pareil pour les arômes. Hein. Les arômes, c'est partiellement soluble dans l'eau, beaucoup moins que le sucre hein, quand même, hein, mais quand même un peu. Et donc, vous perdez des arômes. Vous perdez des éléments comme les acides, par exemple, l'acide citrique, l'acide malique, par exemple. Ça part dans l'eau. Donc, on a une pulpe qui est beaucoup plus insipide et qu'on va devoir rajouter du sucre pour la rendre, on va rajouter beaucoup de sucre pour la rendre agréable. D'accord ? Donc, le but du jeu, nous, à l'INRA, dans mon laboratoire, c'est d'essayer d'optimiser un peu les procédés pour essayer de garder un maximum les qualités du fruit et quand même arriver à faire quelque chose qui soit dans la législation. Donc, le premier essai qu'on a fait ce matin, on s'est dit, plutôt que de faire tremper le fruit, ce qu'il nous fallait, c'est beaucoup de chaleur, mais pas beaucoup d'eau. On appelle ça du liquide porteur. Pas beaucoup de liquide. Donc, un moyen très efficace de faire de la chaleur sans mettre trop d'eau. Vous avez tous fait du sauna dans votre vie, j'espère, au sauna ou un hammam ou quelque chose comme ça. Vous voyez que quand on est dans la vapeur, il fait tout de suite beaucoup plus chaud. La vapeur d'eau, c'est un excellent conducteur de chaleur. Ça va vous mettre un peu moite sur la peau, mais ça ne va pas vous tremper. Vous sortez de là, vous n'êtes pas mouillé entièrement. D'accord ?
Ben, c'est pareil pour les cormes. On est capable de les mettre dans la vapeur d'eau, de les cuire, donc de libérer, de les ramollir, de leur permettre l'extraction de la pulpe, et de ne pas faire toutes ces réactions de dilution, de perte de sucre et d'arôme qu'on a vu en amont. D'accord ? Donc on a essayé ça ce matin, et donc on va vous faire passer le deuxième produit. Voilà. Tiens, je te laisse faire. Tac. Donc lui, il est cuit à la vapeur. D'accord ? Donc on a fait la même chose, on l'a cuit d'abord à la vapeur, et après on a extrait la pulpe. Et la première des conséquences qu'on a vues, c'est que on appelle ça 5 points de sucre en plus. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir fait chuter ma teneur en sucre, alors à votre avis, tiens d'ailleurs, je voudrais peut-être pu commencer par ça, vous pensez que c'est sucré, très sucré, pas sucré ? Vous auriez une idée à peu près ? Si je vous dis de le comparer à un autre fruit, par exemple. Une figue ? Ouais, c'est pas faux, ouais, j'aime bien ça. Les figues, c'est assez sucré, hein. On est d'accord ? La corme, elle est très sucrée. Hein. Ouais, c'est les meilleurs, hein. Ouais, tout de suite. Hein. Ouais. Ouais. Donc la corme, c'est entre 10, ceux qu'on a regardés, ils faisaient 18 de Brix à peu près. Hein. Alors moi, j'ai mon record au laboratoire, c'est une corme à 22 de Brix. 22 de Brix, ça veut dire 22 grammes pour 100 grammes. D'accord ? Presque un quart du poids du fruit, c'est du sucre. Vous vous rendez compte, c'est quand même incroyable. Les figues sont à peu près dans ces eaux-là. Et il y a le fruit qui est encore plus sucré qu'on connaît tous, c'est le raisin, qui lui monte à 24-25 de Brix en fonction des températures. D'accord ? Une pomme, par comparaison, vous avez une idée ? Ça dépend desquelles, mais en général, on est entre 12 et 15 à peu près. Voilà. Donc vous voyez, la corme, c'est quand même un fruit qui est un peu plus sucré que la pomme. On est sur des petits fruits concentrés, et donc on a pas mal de sucre. Donc ça veut dire que... Ça ressemble à la confiture de nèfles. C'est ça, voilà. La nèfle se mange aussi un peu blé, comme ça. On laisse ramollir le fruit pour pouvoir le... C'est bon, terrible. Voilà. Oh, il y en a qui aiment... Parce que nous, on a un brevet. Ouais, Ah ouais. Vous avez plus de scientifique, mais nous, c'est un... Ah ouais, mais c'est pour ça que je viens vous voir sur le terrain, moi, parce que j'ai besoin de savoir ce que vous faites. Donc du coup, on a vraiment un produit là qu'on a cuit à la vapeur. Mais si vous, c'est pas mal la vapeur, mais ça dilue quand même un petit peu le produit. C'est pas complètement sec, d'accord ? Donc, on peut se dire qu'on peut essayer de trouver une autre solution pour chauffer cette corme au départ, pour pouvoir toujours tuer notre polyphénol oxydase, pour éviter qu'elle arrête de devenir chocolat, hein. Et en se disant, on va essayer non pas d'apporter de l'eau, mais d'utiliser l'eau qui est présente dans le fruit. Au lieu de chauffer par de l'eau extérieure, on va chauffer par l'eau qui est à l'intérieur. Vous avez une idée de comment on peut faire ça ? Micro-ondes. D'accord ? Vous savez comment ça marche les micro-ondes ? Vibration des molécules d'eau, exactement. La fréquence radio qu'on met dedans, c'est exactement la fréquence qu'il faut pour que toutes les molécules d'eau, qui sont un peu des espèces de bestioles déséquilibrées, se mettent à tourner et créer de la chaleur. Donc, on peut cuire le produit en utilisant la propre eau du fruit. Et ça garde l'arôme. Et ça garde beaucoup les arômes, puisque du coup, on ne dilue pas le fruit, on est d'accord. Hein ? Voilà. Alors, c'est assez intéressant, on va vous les faire goûter. On a fait ça, on les a mis au micro-ondes et on les a fait cuire. Et on prend une touillette neuve ? On prend une touillette neuve, voilà. Voilà. Alors on va vous laisser... Vous voyez qu'au niveau des couleurs, hein, qu'on fasse du bouilli, du micro-ondes, de la vapeur, on est à peu près dans quelque chose de similaire. D'accord ? On a quand même pas quelque chose qui est devenu très noir. Hein. On est bien. Tout à l'heure, on a fait des pâtes ce matin et on les a laissées sur la table. Ils sont devenus noirs, pratiquement comme du noir profond. Alors, vous en pensez quoi ? Le deuxième a plus de goût, on est d'accord. Et alors, est-ce micro-ondes, alors, qu'est-ce que vous en pensez ? À peu près pareil, un peu le deuxième. Ah bon ? Un peu plus âpre. Un peu plus âpre, ouais, j'aime bien ça. Ouais. Plus âpre, on sent l'astringence qui ressort. On a l'impression que c'est sec.
Alors, plus parfumé, je prends, parce que ça veut dire qu'on a utilisé l'eau, donc on n'a pas dilué le produit, donc forcément on a plus d'arômes. Par contre, on a fait un... Ouais, il y a beaucoup de parfum en bouche, ouais. Par contre, on a fait ressortir l'astringence. On a cette espèce de goût, on a l'impression que c'est un peu sableux. Vous vous rappelez que ce que je vous ai raconté au début, l'association qu'il y a entre ces parois et ces polyphénols, ça c'est une association, une espèce de sandwich de molécules. Et ben, le problème du micro-ondes, c'est que certes ça chauffe vite, mais ça chauffe très fort. Et on chauffe au-dessus de 120 degrés. D'accord ? Localement. C'est pour ça que votre café il chauffe très vite le matin, parce que l'eau qui est au milieu, elle chauffe très vite, et donc ça va vite faire chauffer le volume. La conséquence, c'est qu'on casse cette association entre la paroi et le polyphénol, on libère le polyphénol, et on retrouve l'astringence. Donc, en gros, on a cassé le produit. Donc déjà, ça nous allume un peu les Anglais, ils disent, ça me fait sonner une cloche dans la tête, ça nous dit, attention, c'est un produit fragile, il va falloir en prendre soin, parce que ce que vous venez de goûter là, c'est chouette, mais c'est parce qu'on vient de le faire. Si maintenant je le mets dans mon frigo pendant quelques jours, quelques mois, etc., ben, vous allez commencer à avoir le bouchon qui fait une belle cloche comme ça, vous allez avoir des belles fermentations qui se mettent dedans, parce que le produit il n'est pas stérile. D'accord ? À aucun moment, j'ai eu un produit, j'ai stérilisé mon produit. D'accord ? On peut le faire. Alors parlons-en, on va le faire. Comment on stérilise un produit moderne ? Le lait UHT. Allez. Vous êtes déjà posé la question ? UHT, ultra haute température. Alors c'est combien l'ultra haute ? 120. C'est 120, 150, ça dépend. Hein, 120, 150, ça va être comme le micro-ondes. Alors là, je ne vous les ai pas ramenés aujourd'hui, mais je prends à témoin mes camarades ici présents. J'ai voulu faire cette expérience et puis je me suis dit, je ne vais peut-être pas empoisonner nos partenaires de recherche tout de suite, je vais stériliser mes confitures. Elles étaient juste immangeables. Parce qu'on avait cassé cette association entre le sucre, entre le polyphénol et la paroi. Et voilà. Donc, alors 70 degrés, est-ce que ça stérilise 70 degrés ? Non. Alors, ça ne stérilise pas pour le jus de pomme. 70 degrés, ce n'est pas suffisant. Vous allez le garder 15 jours, 3 semaines, 1 mois, allez, maximum. La stérilisation, alors, on ne parle plus de stérilisation, alors vous faites bien la différence entre ce qui est une stérilisation et ce qui est une pasteurisation. C'est quoi la différence ? La température. Mais la conséquence, qui je tue avec la pasteurisation et qui je ne tue pas ? Vous avez une idée de ça ? Ben, vous avez des bactéries qui sont merveilleuses, mais qui sont capables de faire ce qu'on appelle des spores. C'est-à-dire que quand elles se trouvent dans des conditions défavorables, elles vont fabriquer comme des graines qui sont extrêmement solides, extrêmement résistantes, et qui peuvent résister à des températures élevées, à des acidités élevées, etc. Les bactéries pathogènes en général. Et donc, pour casser ces structures de spores, on est obligé de monter ces fameuses 3 minutes à 120 degrés. Voilà. Et alors, il y a une loi de physique qui dit, chaque fois que vous descendez de 10 degrés, il faut rallonger le temps, il faut multiplier le temps par 10. Donc, à 120 degrés, j'étais à 3 minutes, à 110 degrés, je suis à 30 minutes, à 100 degrés, je suis à 300 minutes. Donc, une stérilisation de 300 minutes, votre produit il est juste immangeable. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver un compromis entre le fait qu'on va quand même avoir besoin de le stériliser et le fait qu'on va essayer de ne pas casser le produit. Voilà. Alors, vous allez me dire, on est quand même dans une impasse là, mais rassurez-vous, on a encore un autre atout dans ce fruit, c'est qu'il y a une troisième chose qui va nous aider, c'est qu'on l'a mesuré encore de nouveau ce matin, on a ce qu'on appelle le pH, l'acidité. Et l'acidité, c'est aussi un atout, parce que toutes les bactéries pathogènes, elles n'aiment pas l'acidité. En dessous d'un pH de 3,5, vous n'avez aucune bactérie pathogène qui se développe. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des bactéries qui peuvent se développer. D'autres bactéries, comme par exemple Morella, Morella, je suis sûr que vous l'avez rencontré sans le savoir,
c'est cette bactérie qui rend vos produits un peu fadasses, un peu blancs, qui se développe au bout d'un moment, et votre produit, il est un peu altéré. Il n'est pas mauvais à la santé, Morella n'est pas mauvais à la santé, mais c'est juste, on n'a plus envie de le manger. Voilà. Donc, cette acidité-là, elle va nous protéger de ces bactéries d'altération, elle va nous protéger des bactéries pathogènes. Donc, on va pouvoir jouer sur la température, sur la teneur en sucre et sur l'acidité. Donc, on a 3 atouts sur lesquels on va jongler. D'accord ? Alors, pour rappeler que la première des choses qu'on a fait, c'est de passer les cormes à la vapeur pour casser la fameuse enzyme qu'on avait au départ. Il faut savoir que l'enzyme, elle travaille d'autant plus vite qu'il fait chaud. Plus il fait chaud, plus elle va vite. Donc, on a essayé une 3e méthode tout à l'heure et on l'a pris. Ça, c'est la méthode directe. Alors, vous voyez que la méthode directe, on a pas mal réussi au niveau couleur, on est à peu près pareil. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Pourquoi je l'ai appelé direct ? Parce que, en fait, on a utilisé la stérilisation pour le cuire. Évidemment, monter à 80 degrés pendant 3 minutes, si votre produit il a déjà eu une cuisson, ça veut dire qu'il va avoir 2 fois la cuisson. Donc, on s'est organisé là pour travailler très rapidement avec des cormes froides. On les a mis au congélateur, on les a laissées décongeler jusqu'à ce qu'elles soient à la limite de la température, à 1-2 degrés, et on a extrait la chair avec l'équivalent d'un moulin à légumes. Là, la chair était très froide, les enzymes étaient toujours dedans, mais ils réagissaient tout doucement. Donc, on a rapidement mesuré le taux de sucre. Là, on était sur le taux de sucre du fruit. On a rajouté le sucre qu'il nous fallait pour monter à 35 de Brix. Et on a mis ça en pot. Et le pot, on l'a mis à stériliser directement. Donc, lui, il n'a subi que un quart d'heure à 100 degrés. Voilà. 100 degrés, un quart d'heure. On a donc fait une pasteurisation. On aura donc un produit qui va avoir une durée, une DLC, vous savez, DLC, c'est date limite de conservation. Une DLC, on va dire autour de 2 mois à peu près. Voilà. Et ce produit-là, 2 mois, 3 mois, on va pouvoir commencer à penser commercialisation. D'accord ? Donc, je vais vous faire passer, vous allez voir, c'est assez étonnant. Toc. Qui commence ? Merci. Voilà. Voilà. Je peux te donner celui-là. Donc là vraiment l'objectif, c'est de minimiser la chauffe et de rester un peu plus sur les arômes. On n'a pas du tout cuit la corme au départ, c'est qu'on ne lui a pas fait subir ni vapeur, ni eau, etc. Donc on a gardé tous les éléments du fruit dedans. Ça oblige à travailler très vite, etc., etc. Et donc, c'est pas facile à faire, mais le résultat est sympa. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Ouais. Et ce goût en plus, c'est le goût qui provient du fruit, hein, donc qu'on a perdu. Voilà. Celui-là est différent. Ouais. Le goût du fruit. Mm. Vous l'avez stérilisé à 100 degrés pendant 15 minutes. Je l'ai fait à 100 degrés pendant 15 minutes. Voilà. Alors, dans une casserole avec de l'eau bouillante. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est important ? Le pot fermé. Qu'est-ce qui est important quand je fais ça ? Vous avez vu là, mes pots, ils sont tout petits. C'est-à-dire que la chaleur qui vient de l'extérieur, parce que moi, quand je vous dis 3 minutes à 100 degrés, c'est tout le pot qui doit être 3 minutes. Mais si vous avez chauffé que les petits bouts de côté, si vous avez pris un gros pot de 1 kg, là, la chaleur, elle va diffuser d'un tout petit peu et on va avoir une mauvaise stérilisation. Donc, quand on a des produits comme ça qui sont fragiles, on a tendance à réduire un peu les contenants pour pouvoir avoir des chauffes qui sont rapides, qui viennent rapidement à cœur et à travailler avec des choses comme ça. Quand les professionnels, les industriels travaillent avec des confitures comme ça, on calcule très précisément le temps qu'on va passer dans l'autoclave. C'est-à-dire que c'est des cocottes minutes qui sont ouvertes avec une vis sans fin dedans et on fait avancer le produit dedans et le temps que ça reste est calculé au plus juste pour avoir une stérilisation. Donc on est capable comme ça de calculer ça au plus vite, au plus juste. C'est très précis, ouais. Alors nous, on travaille avec les industriels, comme avec les amateurs, comme avec tout le monde. Voilà. Alors ça tombe bien, vous me permettez de faire une transition. Je vais dire, moi là, ça fait 2 heures que je vous raconte tout ce que je sais.
Vous avez l'impression que je sais tout, mais en fait, je ne sais rien du tout. Parce que la première des choses, c'est que c'est quoi exactement la température limite à laquelle je peux stériliser? À partir de quand je dégrade? J'en sais rien. Ma foi, on a fait des essais comme ça. On a essayé une fois, 2 fois. Qu'est-ce qui se passe avec des cornes qu'on va prendre dans le sud? Qu'est-ce qui se passe avec vos cornes dans le Perche? Je peux vous assurer qu'elles sont très différentes. Hein, on n'a pas du tout les mêmes concentrations en pulpe, etc. Donc, on a besoin aujourd'hui de savoir exactement les températures limites et la manière dont on doit cuire. On a besoin aussi de s'améliorer dans la manière de retirer la pulpe, etc. Et ça tombe bien parce qu'il y a des gens comme les gens de l'association ici qui ils ont une passion dans la vie, c'est de faire tout ce qu'on peut faire avec des cornes dans toutes les situations possibles et inimaginables. Donc c'est pour nous une source d'échantillons et une source d'expérience que jamais on pourra faire dans nos laboratoires. Jamais on aura autant de gens que vous, jamais on aura autant de cerveaux qui ont des idées farfelues comme ça, hein, et que c'est de ces idées farfelues qu'on fait progresser la science. Et c'est ce qu'on appelle de la science participative, et c'est la base du projet C3R, c'est-à-dire qu'on part de l'expérience des gens, et il ne faut pas voir ça comme un scientifique vient présenter ces choses comme ça, mais parce que en fait, le savoir, c'est vous qui l'avez, et nous, on essaye, et nous, on essaye de récupérer les informations, de voir comment on peut imaginer des itinéraires de transformation qui sont un petit peu différents, un petit peu atypiques, pour pouvoir utiliser ces produits qui sont un petit peu atypiques. Voilà. Ça, c'est le premier intérêt de faire un projet participatif. Le deuxième intérêt de faire du projet participatif, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais moi, j'ai fait mûrir et j'ai fait goûter des cornes à peu près à tout mon service. Hein, on est à peu près 150 personnes au labo. Je peux vous dire que j'en ai bien un bon gros 50%, voire plus, qui me disent ah, c'est dégueulasse ton truc, c'est fermenté, c'est pas beau, c'est moche, c'est marron, c'est machin. Donc vous voyez que. Eh oui, c'est un goût particulier, puis c'est marron, on ne sait plus faire ça maintenant, hein. On ne sait plus manger ces choses-là. Donc la première des choses qu'il faut faire, c'est acculturer les personnes à ces produits-là, remettre ça dans l'imaginaire des gens et de se dire on est capable de le faire. Et bien, la meilleure façon de faire, c'est à un moment donné, la science, elle va faire de la sociologie des goûts, elle va aller chercher, elle va voir les leviers qu'il faut activer, elle va faire du marketing, elle va faire des choses comme ça, mais à aucun moment, elle va avoir la puissance que vous avez, vous, de le faire goûter aux gens, de vous dire tiens, bah ça c'est motivant, ah ouais, tiens, je fais une association, ah bah je fais goûter, ah bah je fais venir. Combien vous êtes aujourd'hui? Vous allez tous partir avec l'idée en tête que ce fruit, on peut en faire quelque chose finalement. Et donc, c'est le deuxième gros intérêt de faire de la science participative, c'est de faire progresser les idées et de faire rentrer les nouveautés dans l'imaginaire des gens. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un plus de la science participative et qu'on essaye de faire. Alors, le troisième intérêt, c'est, vous m'avez dit, vous êtes au contact des industriels. Oui, je suis au contact des industriels, mais ce n'est pas un gros mot, hein. Les industriels, ils nous font manger tous les jours. Et il y a des industriels qui font des choses merveilleuses. Il y a des industriels qui se cassent la tête pour faire des produits superbes. Il y en a d'autres qui sont un peu moins consciencieux, je vous l'accorde. Mais le troisième intérêt d'avoir un projet participatif, c'est qu'effectivement, nous, on est à l'interface entre ce que font les gens, ce que font les labos et ce que font l'industrie. Et la première chose que l'industrie nous dit, oh là là, vos machins là, marrons là, personne ne voudra en bouffer. Donc nous, on ne va pas le faire, on ne va pas y aller. Et nous, on se dit, mais je m'excuse, mais on a fait une journée, on avait une salle pleine de gens, et on a fini par faire comprendre qu'il y avait un intérêt à faire ça. Et donc, c'est aussi un levier pour que les industriels et l'industrie agroalimentaire telle qu'elle existe puissent faire changer d'attitude et puissent se dire, allons-y, on essaye, quoi. Voilà. Et ça, il y a plein de projets comme ça qui ont besoin de ce levier-là. Il faut qu'on sorte de cette... Les industriels, c'est un peu des gens qui ils font des très grosses quantités de produits et ils n'ont pas envie qu'il y a la moitié des produits de l'année qui leur restent sur les bras parce que voilà. Donc, ils sont toujours dans la crainte. Et donc, ils ont besoin d'être rassurés pour aller vers la nouveauté. Donc, voilà pourquoi on s'engage, nous, les scientifiques, dans ce genre de projet, parce qu'on y retrouve tous ces intérêts-là. Bon, alors, une fois que je vous ai dit ça, je vous rends le challenge dans les mains. Hein. Maintenant, je vous rends la science. Et
pendant 3 ans, avec les collègues, avec Evelyne, avec les collègues du CIRAD, avec tous les gens qui sont impliqués dans le projet, on va essayer de faire progresser notre connaissance du produit par la science participative. Et donc, ça passe par des inventaires de où se trouvent les cormiers, etc. Il y a des outils. Et nous, au niveau du produit, il va falloir qu'on crée aussi un outil qui va nous permettre de dire « Ah, qu'est-ce que les gens ont fait dans leurs recettes ?» et qui peut expliquer que ben, c'est bon, c'est pas bon, on a lâché l'acidité, on a lâché, etc., etc. Donc, je vous conseille de garder un œil sur l'association d'Evelyne et des gens, parce que ben, petit à petit, on va diffuser des outils pour essayer d'améliorer notre façon d'interroger les gens. Pas juste venir ici en disant ah ben, « Tiens, tu as fait de la confiture comme ça, c'est bien ». Mais c'est plutôt de faire des bases de données de connaissances précises où, ben, par exemple, quand quelqu'un fait une recette, on puisse noter très précisément voilà, la corme, elle a été travaillée à telle température, elle a été combien de temps comme ça, combien de temps comme ça, combien de temps comme ça. De manière à ce que, après, on puisse aller dire ah bah tiens, la recette de Delphine, elle est comme ça, la recette de Marilyn, elle est comme ça, etc., etc. Et on peut aller chercher des échantillons et on peut nourrir nos laboratoires pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Donc c'est ça l'idée du projet C3R. On est au début, donc il y a la majeure partie des choses dont je vous ai parlé, on connaît les premiers balbutiements, la réaction d'association entre le polyphénol et la paroi, on sait que ça existe, pourquoi elle se passe, à quelle vitesse elle se passe, quels sont les déterminants, la mécanique de ce truc-là. Il y a 2 publications dans le monde aujourd'hui, une en 87, une en 97, qui disent à peu près la même chose. Ah oui, c'est collé. Comment ça se colle, où ça se colle, comment ça se... On ne sait pas. Si ça se trouve, on peut trouver un autre fruit qui va nous aider à faire ce collage. On va pouvoir faire progresser d'autres produits avec ça. Donc c'est pour ça que c'est vachement intéressant d'aller étudier ces produits-là. C'est des réactions qui ne se passent plus dans les fruits qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on a la sélection qu'on a fait depuis quelques années, on a enlevé tous ces produits qui étaient un peu gênants pour avoir des produits qui sont faciles à travailler. Donc, revenir sur ces produits-là, c'est aussi revenir sur plus de connaissances, comment on travaille les fruits, etc. Voilà. Moi, je crois que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, des commentaires, je suis à votre écoute. Dites-moi. Avez-vous essayé de les déshydrater par hasard ? Alors, ça a été fait par l'association, et puis ouais, ça marche. Ouais. Ben, vous avez vu, hein, Evelyne vous a parlé du séchage. C'est quelque chose. Moi, j'ai pas essayé encore, mais ça fait partie des choses qu'on pourra faire. Ouais. Dites-moi. Une question au sujet. Ah. Comment vous faites, extraire les parfums d'une plante ou de l'herbe ou des fruits? Oh, je ne sais pas si je vais vous le dire, parce que ça ne va pas vous plaire. Comment on fait des arômes naturels? Tiens, vous avez une idée de ça? Un arôme, c'est soluble. Je vous ai dit, c'est pas bien soluble dans l'eau. C'est un peu soluble dans l'eau, mais c'est surtout soluble dans des solvants très polaires. Le meilleur solvant polaire qu'on connaisse, il s'appelle l'hexane. Il vient d'où l'hexane? Du pétrole, évidemment. Hein, c'est le meilleur qu'on connaisse parce qu'il a une très forte action d'extraction et après, dès qu'on chauffe, il s'évapore et il ne nous reste que les arômes. Vous y croyez, vous, ou pas? Moi, pas trop. Hein. Déjà, moi, je suis scientifique, je devrais y croire et j'y crois pas trop. Donc, tout ça pour vous dire que ces arômes-là, c'est pour ça que dans 5 ans, ces arômes-là, on n'aura plus le droit de les faire. Oh, ça existe encore, oui, bien sûr. Ah, bah, Il y a un scientifique ici, il m'a fait déguster les arômes d'un pot. Ouais. On sentait le parfum, le goût de l'herbe, le goût d'un fruit. Et pas de fruit. Ah oui, parce qu'on a extrait, voilà. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur les arômes, hein, faudrait encore 1 heure, hein, mais vous voyez que ces pratiques-là, elles font partie de nos vies, elles font partie de notre alimentation, et on va demander à ce qu'elles disparaissent un petit peu. C'est nocif pour la santé. Ça peut être nocif pour la santé. J'utilise ça peut être nocif parce que personne aujourd'hui a montré qu'il restait suffisamment d'hexane dans notre alimentation pour que ça soit néfaste. Donc je ne vais pas le dire. Bon, moi, je n'ai pas trop envie qu'il y ait d'hexane dans ce que j'aime. Bon, voilà. Donc autant faire... Peut-être que ce n'est pas mauvais, mais
dans le doute, abstenons-nous. On peut essayer de retravailler avec des produits naturels, de mieux savoir les travailler pour pouvoir... voilà. Vous allez mettre les produits naturels en valeur. Ouais. Est-ce que c'est bon pour le diabète ou le cholestérol? Ah, voilà une vaste question. Alors on en a parlé ce matin. La première des questions, est-ce que c'est bon pour le diabète? Le diabète, ça se nourrit du fructose, du glucose, du saccharose. Je pense qu'à peu près tous les fruits de la planète ont ces 3 molécules dedans. Donc est-ce que c'est bon de manger de la poudre de corne sucrée quand on a du diabète? Là, indéniablement, la réponse est non. Je suis désolé. Alors, il paraîtrait qu'il y a du sorbitol dans ce fruit qui participe à son pouvoir sucrant et qui est bon pour le diabète. Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on... Voilà, on est au début de l'histoire, hein, il faut qu'on fasse des dosages, il faut qu'on connaisse. C'est pas prouvé. Et sans doute qu'il n'y en a pas beaucoup du sorbitol, donc voilà, moi je serais très... Ouais. Pourquoi vous faites cette recherche uniquement à un point de vue alimentaire? Ça peut être aussi un fruit qui peut servir pour la médecine. Ouais. Alors on peut aussi très bien dire, mais finalement on laisse tomber cette partie alimentaire. Bon, évidemment, avec cette histoire de goût qui est assez particulier, Ouais. quelque chose quand même qui soit intéressant pour tout le monde. Ouais. Et on ne garde finalement que la partie qui pourrait amener quelque chose au niveau de la santé. Ouais. Alors, quand on parle santé et plantes, il y a deux cas de figure. Soit vous avez un principe actif dans une plante, une molécule active, les opioïdes par exemple, voilà, l'opium c'est dans le coquelicot, on sait que c'est un principe actif, on cultive cette plante pour extraire ce praticien, ça c'est un médicament, d'accord? Ça c'est important. Mais il y a aussi tout ce qui est de la classe des micronutriments, les vitamines bien sûr en premier lieu, mais tous ces antioxydants, les caroténoïdes par exemple, qui sont des provitamines, etc. Toutes ces choses-là, ils ont un intérêt nutritionnel. Aujourd'hui, on connaît pas mal de choses, maintenant on commence à avoir accumulé beaucoup de connaissances, mais on est loin d'avoir fait le tour de la question. Par exemple, si je parle des caroténoïdes, on connaît leur effet provitaminique, on sait dans certains cas qu'il y a des relations avec la santé, mais de là à jouer les apprentis sorciers en disant puisque c'est bon pour la santé, je vais en manger 3 fois plus. Par exemple, si je vous cite une étude clinique qui s'appelle l'étude Carrette, on s'est dit, tiens, les caroténoïdes, c'est super, le bêta-carotène, ça protège contre les cancers, on va en donner aux fumeurs, comme ça, ils n'auront plus de cancer. On a fait cet essai pendant 2 ans ou 3 ans, je crois, on a eu plus 30% de cancer chez les fumeurs. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on a vite arrêté l'essai, parce qu'on était en train de tuer des gens. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, on est dans des effets nutritionnels. Et ce n'est pas aussi clair que ça. On n'est pas des béchères, on n'est pas des trucs qu'on remplit avec c'est comme ça. Les micronutriments, on s'en sert, mais à des micro-quantités. Ce n'est pas parce que vous allez prendre 2 fois plus de vitamine C que vous allez être 2 fois plus en forme. Ça n'existe pas. Vous allez prendre 2 fois plus de vitamine C, vos reins ils vont les distiller et vous allez les éliminer. Ça ne sert à rien d'en prendre beaucoup. Par contre, on commence à comprendre que dans certains cas, c'est important d'avoir certaines molécules, parce qu'effectivement, il y a des interactions. Alors, je rebondis sur votre question sur la partie polyphénol, par exemple. Il y a un truc qui est super intéressant avec cette idée d'association avec les parois, c'est que ces molécules-là, qui sont très astringentes dans la bouche, là, ces flavonoïdes, on a montré qu'ils sont aussi bénéfiques pour la santé. Sauf qu'ils sont, pas bons, donc on n'a pas envie de les manger. Si vous mettez ça, la corne, vous l'avez goûté, c'est pas bon. 2, ils sont détruits par le haut du tractus digestif. Il y a beaucoup d'acide dans l'estomac, etc. Mais quand ils sont protégés comme ça, collés à la paroi, ils sont protégés. Et ils passent la barrière de l'estomac, ils passent le petit intestin, et ils arrivent dans le gros intestin. Et qu'est-ce qu'ils rencontrent à ce niveau-là ? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le gros intestin par rapport au petit intestin ? Des bactéries, plein de bactéries. Microbiote qui va dire. Et ces bactéries, elles vont faire quoi ? Elles vont commencer par trouver ces fameuses fibres qu'elles adorent, elles vont les digérer et elles vont libérer les polyphénols. Donc, on va pouvoir avoir, on appelle ça une biodisponibilité, c'est-à-dire que la quantité de polyphénols que vous allez absorber et que vous allez retrouver dans votre sang, ce n'est pas 100%. Il faut que tout ce voyage-là, et vous allez augmenter énormément la biodisponibilité quand vous allez protéger vos flavonoïdes du haut de la digestion. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est au début de l'histoire. On commence à connaître un petit peu ces mécanismes-là, mais on a encore besoin de mettre beaucoup d'énergie de recherche pour comprendre comment on peut créer des aliments
pour lequel on peut conserver ces méthodes. Et une association comme ça, comme on va trouver dans le cormier, il n'est pas impossible qu'il y ait un vrai effet santé de cette plante. Et ça fait partie des objectifs qu'on a dans le futur pour le travailler. Oui, je vous écoute. On a les arômes naturels et les arômes artificiels. Oui. L'intérêt des arômes, j'allais dire, c'est le plaisir gustatif. Oui. Et on ne sait pas, peut-être qu'on sait, mais est-ce que ces arômes ont en même temps un intérêt pour la santé? Et est-ce qu'il y a une différence? Par exemple, la vanille et la vanilline, c'est quelque chose de classique. On dit peut-être que la vanille naturelle a peut-être un intérêt pour la santé, en plus, peut-être pas, en plus de l'aspect plaisir, et la vanilline, est-ce qu'elle a les mêmes intérêts que la vanille? C'est à peu près la même molécule, mais peut-être pas tout à fait. Voilà. Donc c'est ça que je voudrais savoir, c'est est-ce que les arômes naturels peuvent avoir un intérêt, j'allais dire, pour la santé, au-delà du plaisir? Alors, il y a 2 chercheurs qui ont répondu à votre question. Le premier, je m'en rappelle, il s'appelle Klee, K-L-2-E, et l'autre, je ne m'en rappelle plus. C'est un article qui est très intéressant et qui nous ramène du temps où on était des australopithèques, des cueilleurs fureteurs. Hein, voilà, donc les fruits, on n'en mangeait pas tous les jours. Hein, c'était pas comme maintenant. Il n'y en avait pas au supermarché. Et de temps en temps, on en chopait dans les champs. Voilà. On a notre nez, notre système olfactif est toujours ultra sensible à ces molécules-là. Par exemple, la bétaïonone, qui est une des molécules qui sent la pêche ou l'abricot, on est capable de la détecter à partir d'une goutte dans une piscine olympique. On la sent. D'accord? Donc ça veut dire qu'on est ultra sensible à ces trucs-là. Alors ces 2 chercheurs, ils ont dit quoi? Ils ont pris tous les arômes qui existent, des grandes familles d'arômes, et ils se sont dit, mais d'où elles proviennent ces familles? Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un lien très net entre la présence de ces arômes-là et un aliment qui est souvent associé à la santé. Par exemple, les fameuses bétaïonones que je viens de vous citer, c'est des produits de dégradation des bêta-carotènes. Donc, indirectement, ce lien, il s'est fait un petit peu avec notre histoire, d'accord? C'est qu'on est capable d'aller détecter ces produits parce qu'ils sentent bon, et ils ont aussi un intérêt pour la santé. Donc, la sélection naturelle a fait qu'on les a conservés. Ouais. Oui, en fait, on aime ce qui est bon à la santé. C'est le réflexe. C'est pas volontaire. Ben non, c'est de la sélection naturelle, ça fait des années que... Exactement. Ouais. Bon. Ben écoutez, moi, il me reste à bien vous remercier de votre attention. C'est super intéressant d'avoir des discussions avec vous. Et puis, on me fait signe qu'on va passer à l'arrière de la salle où nos amis de l'association vont vous offrir un tas de petits produits issus de la corbe, si je comprends bien. Et puis, ben voilà, je suis encore à votre disposition un petit moment si vous avez des questions autour d'un verre. Merci beaucoup.